Bonjour à tous, nous sommes à quelques semaines des Assises de la parité organisées par l'International Women's Forum France. Et nous vous proposons aujourd'hui un avant-goût des échanges riches et denses auxquels vous pourrez assister le 6 mai prochain. Notez bien dans votre agenda, nous avons la chance d'avoir réuni des personnalités autour de moi, autour de nous, avec Lucille Desjonquers qui dirige l'International Women's Forum, des personnalités du monde de l'entreprise qui vont nous proposer un regard sur ce sujet de la parité, dans leur organisation bien entendu, mais vont également nous éclairer sur le chemin le plus direct et le plus court pour aller vers une égalité stricte, voire une stricte égalité. Une société qui en a besoin de cette égalité, parce que la conviction qui nous anime aujourd'hui dans ce débat et ce temps d'échange, c'est que les sociétés se portent, les entreprises se portent mieux quand elles reflètent tout simplement la société dans leur diversité. Alors comment fait-on pour accélérer tout cela? Avec moi aujourd'hui, Lucille Desjonquers, je vous le disais, la présidente d'International Women's Forum France, qui va m'accompagner. Bonjour Lucille, bonjour. Quel plaisir de vous avoir à mes côtés. Vous interviendrez pour commenter évidemment tout ce qui sera dit et pour nous rappeler les contenus de ces assises de la parité le 6 mai prochain. Mais qui est avec nous, Lucille? Attention, roulement de tambour. Yannick Tricot, qui est le CEO, c'est-à-dire le patron de l'Europe du Sud pour Atos, spécialisé dans la transformation des entreprises, qui propose notamment, je le cite parce que c'est très emblématique, le programme Women Who Succeed. Bonjour Yannick. Absolument, bonjour Gilbert. Marie Guillemot, qui est présidente du directoire de KPMG, à compter du 1er mai 2021. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour Gilbert. Un grand cabinet, KPMG, c'est le monde. Vous nous expliquerez comment vous êtes parvenu au sommet de cette pyramide d'associés. Et bravo. Et bravo. Présidente. Et puis à ma droite, celle qui a fait, je dirais pas la une, mais en tout cas qui était dans le JDD il y a 2 semaines, puisqu'on parlait de Aigle, la société iconique, quand on parle de mode, de vêtements, de société, tout simplement, puisque ça nous accompagne depuis si longtemps, et qui a une carrière, elle aussi, dans les grandes entreprises, et qui aujourd'hui dirige cette société aux côtés du président aussi emblématique de Lacoste, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Thierry Guibert. Thierry Guibert, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, qui est un homme formidable. Allez, j'arrête de parler de moi. Lucille, je me retourne vers vous, tout simplement pour que vous nous disiez en introduction un mot sur ces assises du 6 mai prochain. Alors, ces assises sont les deuxièmes d'une longue série. La première a eu lieu à la salle Pleyel en juin 2019. Gros succès. Énorme succès. Covid 2020, nous n'avons pas pu le faire. Et là, 2021, dans un format digital, donc le 6 mai. Nous attendons des milliers de spectateurs, énormément de partenaires qui se sont déjà engagés à nos côtés, et de nombreux sujets vont être traités. Évidemment, la place des femmes dans les COMEX, évidemment, la difficulté pour les jeunes entrepreneuses de trouver de l'argent, évidemment, on ne pourra pas passer à côté de certains sujets sur le sexisme. En bref, on va quand même... Et puis on va parler des sportifs de haut niveau. Enfin, l'inégalité se trouve dans tous les secteurs. Mais ce que je voudrais surtout préciser en avant-première, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de parité, de parité, de parité. Et je remarque qu'il y a des hommes qui commencent à être un petit peu apeurés en se disant « Mais où est-ce que je vais trouver ma place dans ce monde de femmes qui arrivent comme ça ?» C'est sourire Yannick, il a l'air d'avoir trouvé sa place. Et je tiens à les rassurer parce qu'il n'est pas question du tout de prendre leur place. Il est question de travailler avec eux, main dans la main. Pourquoi ? Parce que c'est le monde, tout simplement. Lucille, c'est le monde, en tout et il y a de la ma place, performance. je vous la laisse volontiers, si vous la voulez, parce que je prends plaisir à être ici ou là. Alors Yannick, première question pour vous, si vous êtes d'accord. Pardonnez-moi mesdames, j'interroge l'homme du plateau, l'autre homme du plateau. La parité, ça veut dire quoi pour vous ? Eh bien, alors, étant de formation scientifique, la parité, c'est d'abord la théorie des ensembles. Et quand on parle d'ensemble et de parité, c'est un principe d'égalité entre ces ensembles. Alors, derrière ensemble, c'est aussi la notion de collectif qui apparaît, donc de fraternité. Et donc, pour que ces collectifs fonctionnent bien, il faut trouver un équilibre. Et c'est la tâche à laquelle on s'attelle au quotidien. Liberté, égalité, parité, c'est ce que vous dites. Et fraternité en plus, Marie, ça résonne chez vous ? Oui, ça résonne parce que la parité, finalement, c'est vraiment au cœur de notre devise républicaine. La fraternité, parce qu'effectivement, la parité, c'est un pas de plus vers la complémentarité, la solidarité, la diversité des propos qui permet d'être plus pertinent. Et puis, c'est aussi une liberté d'entreprendre qu'on peut permettre d'avoir aux femmes, jeunes ou moins jeunes. Mais en tout cas, c'est un des leviers d'action
qu'elles expriment. Et donc, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de résonance. Vous vous sentez emblématique de parvenir parce que les associés dans les grands cabinets d'audit, c'est généralement des hommes, ce sont des hommes. Et là, vous allez diriger tout ce team d'associés. Oui, emblématique, je ne sais pas. En tout cas, oui, ça montre que les choses évoluent et dans le bon sens, parce que c'est pas seulement, je dirais, la réussite de femmes, hein, c'est aussi la réussite d'hommes à intégrer des femmes dans leurs équipes, à s'ouvrir à d'autres types de profils et de personnalités, et justement à sortir aussi un peu, et Lucille, tu le disais, de leur zone de confort. Et moi, je les salue pour ça, parce que je trouve qu'effectivement, c'est choisir peut-être l'inconfort à court terme pour une meilleure richesse et une plus grande capacité d'innovation. Je suis très d'innovation. confort avec vous. Avec Merci. Sandrine aussi. On va l'être. Oui, c'est exactement ça. Ah, Sandrine, quand on lit ce que vous décriviez dans le journal il y a 2 semaines, et surtout l'objectif que vous portez avec Aigle, hein, l'entreprise à mission. Vous savez, les entreprises peuvent inscrire dans leur statut qu'elles ont une vocation sociétale à côté d'un but lucratif. Ça veut dire que vous êtes carrément engagé, et la parité, ça doit plus que vous parler. Oui, la parité, ça fait partie de la créativité pour moi, en fait. Et pour pouvoir développer une société en ayant aussi des engagements environnementaux, ce qui est le cas de Aigle, il faut être créatif. Et donc, voilà, la diversité, c'est plus de créativité. Dans un monde qui est assez mouvant, assez difficile à prévoir, c'est très, très important. C'est de la performance à la fin. Oui, la performance, oui, c'est vrai qu'on en parlera de la reprise. Hein, elle sera aussi féminine, elle sera féminine et masculine. Yannick, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui, quand vous regardez dans le rétroviseur ou quand vous regardez devant? Pourquoi c'est si compliqué? Alors, on passe par les quotas, on parle d'index Pénicaud, hein, vous connaissez tous l'index Pénicaud, c'est-à-dire il y aura même, Lucie me le disait quand on préparait, il y aura même des sanctions financières hein, pour les entreprises. 1% de la masse salariale, 20%, 1%, oui. Ah bah. 20%, ça fait plonger les comptes tout de suite. Hein. Yannick? Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a probablement pas qu'une seule cause. Alors, vous parliez d'index Pénicaud. C'est vrai que quand on se fixe des ambitions ou un objectif, l'important, c'est de pouvoir le mesurer. Et le bienfait de cet index, c'est qu'il a permis aux entreprises de commencer à mesurer un certain nombre de critères et de faire un état des lieux. Jusque-là, on était plutôt dans des approches ou dans des démarches quelque peu incantatoires. Donc là, on a maintenant des unités de mesure, ce qui nous permet de bâtir des plans d'action et donc de travailler sur ces causes. Et ces causes, comme je vous le disais, elles sont multiples. Elles passent d'abord par la formation. Et étant dans une société de services informatiques, c'est vrai que l'on recrute majoritairement de jeunes diplômés dans des écoles d'ingénieurs. Et quand on regarde ce principe de parité dans les écoles d'ingénieurs, on s'aperçoit qu'il est très très faible. Et paradoxalement d'ailleurs, les anglo-saxons sont meilleurs que les Européens en termes de parité. Donc il y a un vrai travail à faire en amont. Et probablement en amont des écoles d'ingénieurs ou de commerce, dès le plus jeune âge, pour arriver à retravailler cette appétence aux fonctions et aux disciplines techniques. Évangélisation. Exactement. Marie, alors, sur quoi on bute? Et là, alors, on rappelle, hein, parce que l'auditeur que vous êtes, quand vous présentez l'index Pénicaud, on dit en quelques mots ce que c'est, parce que c'est un rappel pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, l'index Pénicaud, c'est effectivement de s'assurer par différents critères qu'il n'y a pas une inégalité de traitement, de promotion, de recrutement entre les hommes et les femmes, et que on s'inscrit dans une démarche de progrès, parce que je pense que c'est la dynamique qui est surtout intéressante. Donc, sanctions à l'appui si nécessaire, mais en tout cas, ça permet de tracer et de poser, comme vous le disiez, Yannick, des objectifs mesurables quantifiables. et quantifiables. Alors, même question pour Yannick, où est-ce que ça bloque selon vous? En fait, c'est un changement un peu culturel quand même, hein, de pouvoir instaurer la parité dans l'ensemble de l'entreprise. Alors bien sûr, on a fait un pas en avant avec la loi Copé-Zimmermann dans les conseils de surveillance. Notre conseil de surveillance, par exemple, est à 40% féminin. Néanmoins, on n'est encore que 20% de femmes associées et encore trop peu représentées dans les différents relais managériaux, nationaux, sectoriels ou régionaux. Donc, en fait, il y a vraiment un gros travail à faire. Les stéréotypes, il faut aussi, en faire le décryptage. Donc on a mis en place chez KPMG des formations obligatoires pour tout le management group sur les stéréotypes pour
non pas qu'ils étaient reproduits avec un esprit de malveillance, mais en revanche sans peut-être conscience de ce qu'il fallait changer. Il y a aussi l'ensemble des femmes qu'il faut accompagner dans la définition de leur objectif, de ce qui fait du sens pour elles dans leur carrière, pas vouloir complètement reproduire tous les schémas, faire émerger des nouveaux rôles modèles. Donc c'est ce qu'on a également mis en place depuis une dizaine d'années avec un programme chez KPMG qui s'appelle Émergence, pour les femmes qui ont du potentiel, pour qu'elles puissent s'exprimer dans l'organisation et puis croire en elles, parce que c'est aussi un sujet qui renvoie à la confiance en soi, la confiance que les hommes peuvent avoir dans une équipe plus mixte, mais aussi que les femmes peuvent avoir. Et moi, en constituant mes équipes autour de moi, je me suis aperçue combien il était difficile, sans avoir nourri dans le temps des viviers de talent, eh bien, de faire adhérer à des femmes à un rôle, par exemple, hiérarchique dans l'entreprise. Et pour elles, parfois, les COMEX, et ça m'a été dit à plusieurs reprises, sont parfois des espaces de rapport de force, un peu loin des clients, un peu loin de l'action. Et donc, il faut à nous tous déjouer cela, et que la parité s'exprime plutôt sur ce qui nous relie, ce qui crée la complémentarité, plutôt que ce qui nous oppose ou nous sépare. Donc, je le vois comme ça. Oui, mais c'est très intéressant. Alors, Sandrine, quand on préparait l'émission, alors vous êtes carrément radicale, hein, ça ne peut pas durer. Quand on écoute Sandrine, je peux vous dire que ça doit dépoter, parce qu'on ne va pas assez vite. La société, elle est comme ça, la société, elle est diverse, variée, et il faut accélérer. J'ai envie de dire, se battre contre ce leadership masculin historique, en fait, au sein des... Oui, enfin, la vitesse, c'est ma propre expérience en réalité. Pendant très longtemps, avant d'être CEO, j'étais plutôt contre les quotas, penser que chacune allait faire sa place naturellement. En fait, ce qui est très intéressant dans les chiffres, je vous rejoins là-dessus, c'est que les chiffres montrent bien que ce n'est pas le cas. Et là, on a deux exemples qui sont très intéressants. Depuis la loi Copé-Zimmermann, on a effectivement dans les conseils de surveillance des quotas. Et puis dans les COMEX, donc les instances où se prennent les décisions, il n'y en a pas. Comme par hasard, les chiffres, évidemment, nous disent que quand on met des quotas, eh bien, finalement, on progresse. Et quand on n'en met pas, on ne progresse pas. Donc c'est normal, il y a une inertie, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un changement culturel. Et c'est normal aussi. Hein. Ce n'est pas seulement de la diversité. Une fois qu'on a introduit des femmes dans un cercle de décision, il faut changer la façon dont ça fonctionne. C'est ça l'inclusion. Sinon, les femmes ne restent pas. Et donc c'est compliqué de changer. On le sait bien tous d'ailleurs. C'est humainement compliqué de changer. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de rythme. Sinon, à la vitesse où on va, ce sera plutôt vitesse escargot que vitesse aigle. Donc, moi, je suis plutôt vitesse aigle. Quoique c'est difficile de courir avec des bottes, mais quoi qu'elles sont. Mais on peut voler, Gilbert, on peut voler et se rapprocher du ciel. Mais d'ailleurs, vous préconisez que l'entreprise doit peut-être parfois être en avance de phase, accélérer. Vous parlez ça de cette accélération dans l'entreprise. Oui, je pense qu'en fait, c'est plus facile, d'une certaine manière, dans un microcosme fermé, même quand elles sont importantes, qu'est l'entreprise, d'impulser des changements. Et finalement, l'entreprise peut du coup montrer la voie à la société. On sait bien que les changements sociétaux, ils sont un petit peu plus lents, il y a plus d'inertie. Donc la société, ça me semble un endroit où c'est à la fois bénéfique pour les collaborateurs, mais aussi pour la performance. Encore une fois, hein, la créativité ne vient pas du ciel, elle vient de la diversité. On sent bien que vous tenez les rênes de cette affaire. Lucile, elle a tellement raison. Mais elle a tellement raison. Moi, de toute façon, je suis 100% d'accord avec Sandrine, tout ce qu'elle dit. Voilà. Lucile, la relance passe par la parité. Important. C'est important, cette période de crise que l'on connaît. Évidemment. Et on a encore peur, parce qu'on a l'impression que les femmes vont être exclues de cette relance. Et pas n'importe quelle relance, parce qu'on est en train de vivre une crise sans précédent. Et il est hors de question de ne pas embarquer les femmes dans les solutions de cette après-crise. Alors là, évidemment, toutes les associations, mais je crois que c'est un vrai sujet politique et économique. Et lorsque nous allons donc avoir cette journée des assises de la parité, ça va être un vrai sujet. Un vrai sujet. Ouais. La relance sera féminine. On disait la femme est l'avenir de l'homme. Mais non, mais alors, bon, Yannick, vous avez compris, hein, ça passe par là. Alors, on le disait tout à l'heure, on essayait d'analyser où est-ce que cela bloque. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer dans le sourcing justement des talents, puisque c'est ce que vous disiez, Marie, aller chercher ces talents très tôt et s'investir justement. Absolument. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que au sein des écoles d'ingénieurs, par exemple, ou des universités, on n'a pas forcément le volume qui nous permettrait de retrouver une parité stricto sensu. Et donc, il faut envisager des mécanismes alternatifs. À titre d'exemple, dans l'industrie des services numériques notamment, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus courts du fait du digital. Et donc on peut se permettre aujourd'hui sur des cycles
de 3 ans à 5 ans, contrairement à il y a une vingtaine d'années où on était sur des gros ERP avec des cycles d'une vingtaine d'années, d'aller identifier des talents en dehors des filières traditionnelles et de les former à l'entrée. Et donc on a signé des partenariats, notamment avec l'ANPE, pour trouver des collaborateurs et des collaboratrices de filières non scientifiques et les accompagner par des cycles de formation de l'ordre de 3 mois à leur entrée chez Atos, de façon à mieux équilibrer nos ressources. Donc ça veut dire que vous allez aussi dans les écoles chercher ces jeunes. Alors il n'y en a pas beaucoup dans les écoles. Donc, Il y a quand même 30% de femmes ingénieurs. j'avais un peu moins, 25, 30. Non, 30. Alors absolument, légèrement inférieur à 30%. On est Donc, entre les deux, alors voilà. Exactement. C'est pas rien, non mais c'est rien, mais en tout cas, C'est pas on rien. parle de parité, c'est 50-50 me Oui, semble-t-il, y non arrive, bien sûr. Dites-moi si je me trompe. Donc oui, les relations écoles sont très importantes. On a une vraie dynamique au niveau des services RH pour nouer des partenariats. Atos, en 2021, c'est à peu près 1500 recrutements, mais surtout 500 offres de stage pour des collaborateurs et des collaboratrices qui nous rejoindront. Et donc, mais au-delà des écoles, ce qui est important, c'est aussi l'identification dans l'entreprise. Et une fois que les talents sont identifiés dans l'entreprise, favoriser l'ascension sociale. D'où les programmes que vous évoquiez en préambule d'ailleurs, de Women in Tech ou de Women at Atos, qui permettent, lorsque ces collaboratrices sont identifiées, soit de mettre en place des campagnes de mentoring de façon à les promouvoir et les mettre dans la lumière. Ça veut dire, Marie, qu'il faut aller dénicher dans l'entreprise et le programme au potentiel dont on parle souvent, c'est d'être un programme au potentiel au féminin. En fait, c'est ça qu'il faut aussi affiner dans l'entreprise. Oui, effectivement, c'est plutôt une action assez volontariste d'aller chercher les meilleurs potentiels dans l'entreprise. Chez KPMG, par exemple, on recrute plus de 50% de jeunes femmes. À la sortie des écoles, de commerce, d'ingénieurs. Alors, d'ingénieurs, c'est pas encore la parité. 50%, ouais, d'accord. Et ce sont des femmes aussi qui sont en charge des actions écoles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un peu un mimétisme. On recrute plus facilement ceux qui nous ressemblent. Donc, on a aussi souhaité rendre ces équipes beaucoup plus mixtes ou plus féminines. Donc, on recrute, voilà, selon les différents métiers de KPMG, une moyenne de 50%. Donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'on continue à leur donner du sens. Il faut qu'on continue à créer des parcours de carrière qui soient moins linéaires que pour les hommes, et que voilà, on accepte aussi une plus grande flexibilité. Alors la crise s'est invitée sur toute l'année dernière pour créer justement davantage de flexibilité. On n'est plus dans de la performance qui se mesure au présentiel, dont on a pu souffrir, voilà, et c'est parfait. Et voilà, et donc il faut aller leur donner une chance, un temps aussi de réflexion, parce qu'elles ne prennent pas forcément ni sur leur temps de travail, ni sur leur temps de charge familiale, pour pouvoir voilà, définir leurs objectifs, voir ce qui les motive, et puis leur donner voilà, un petit coup de pouce. Et c'est vrai que les rôles modèles, ça peut leur permettre justement de croire en elles et de croire que c'est possible, sans renoncer à être soi-même, sans renoncer à ses enfants, sans renoncer à des ambitions professionnelles bien Ne jamais légitimes. renoncer, de toute façon, c'est la Exactement. clé du bonheur. Sandrine, vous me disiez, quand on préparait cette émission, c'est important que les femmes se projettent, en fait, qu'elles aient en face d'elles un visage, une situation qu'elles peuvent s'approprier. Oui, c'est vrai. Je vous avais raconté une anecdote quand j'ai rencontré une colonelle de gendarmerie qui me disait, avec qui on a discuté de la féminisation des titres. Sujet sur lequel, à ce moment-là, je n'avais pas spécialement d'avis, ou je ne pensais pas que c'était très utile. Elle m'a dit, mais si on ne féminise pas, on ne nous voit pas. Et effectivement, elle avait tout à fait raison. Chef, Il c'était faut avec être deux F, c'est ça? Et oui, Voilà. comme ça, on sait qu'on est là, Chef, même quand on ne nous voit pas. on la salue, hein? Tout à fait. C'était une colonelle, on peut la saluer. Non mais vous alors, au niveau du groupe, alors c'est le groupe MOS, hein, Qu'elle appartient à Aigle, ouais, tout à fait. auquel appartient Aigle, donc Ouais. une grosse société. Justement, qu'est-ce qui est mené au sein pour faire justement mener? C'est très simple en fait, je crois qu'on est dirigé avant tout par la performance, et quand on regarde les différents CEO qui sont autour de notre président, 2 hommes, 2 femmes. C'est QFD. C'est QFD, tout est dit. Alors un mot aussi parce que qui fait sauter en l'air toutes les femmes avec qui je parle, c'est pas une ligne dans la RSE, hein, dans la stratégie RSE, la parité. C'est beaucoup plus que ça. C'est une contrainte permanente, exigeante, Yannick. Absolument. Et ce serait très réducteur d'ailleurs de le limiter à une ligne dans la stratégie RSE. Ça passe par tout un tas de mesures, à commencer par, et vous évoquiez Lucie le harcèlement, mais c'est clairement une traque dans les entreprises lorsque ça produit, et une tolérance zéro sur ce type
d'éléments. Par ailleurs, et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, c'est la mise en place d'un certain nombre de mesures. Je pensais notamment au télétravail qui permet de mettre de la souplesse et un peu plus d'agilité pour les femmes, mais aussi pour les hommes par ailleurs. Oui, moi Et- j'ai fait des vidéos, des visios avec mes enfants derrière aussi, hein, tout le monde, hein, donc il n'y a pas que les femmes. et je le soulignais. Et chez Atos, c'est d'ailleurs un accord d'entreprise depuis 2013 qui est en place et qui permet donc cette souplesse dans l'organisation du travail. Voilà, c'est tout un tas de mesures de cette nature. Mais c'est une contrainte permanente, exigeante, quotidienne. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est que souvent on se réfugie derrière des grandes incantations. On le disait en préambule, c'est pas qu'une stratégie RSE, c'est bien plus que ça, Marie. Oui, alors une contrainte, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, C'est plutôt alors une dis tout, opportunité voilà. au quotidien. C'est bien de rappeler d'ailleurs. Et l'opportunité au C'est quotidien. un héritage tellement long, pardonnez-moi, ça va changer, je vous le promets. Donc l'opportunité au quotidien passe par des objectifs managériaux très clairs jusqu'à être liés à la rémunération. Je pense que ça c'est indispensable. Sinon effectivement, et je vous rejoins, ça ne va pas avancer assez vite. Et donc il faut que ce soit très concret. Et pour moi c'est vraiment à tous les échelons de l'entreprise. Et ce qui fait que il faut regarder la diversité, alors la parité, mais la diversité dans son Spectre large. dans son spectre large, dans toutes les décisions que l'on prend, dans tous les processus de l'entreprise, de façon à ce que tous les biais soient déjoués ou le plus vite possible. Et ça contribue pas seulement à l'épanouissement professionnel des femmes, mais aussi Aussi des hommes, bien sûr. des hommes, des jeunes parents. Chez KPMG, il y a énormément de Bien jeunes sûr. parents compte tenu de la structure d'âge de nos équipes. Et je pense que les avancées en matière de flexibilité, en matière de vie privée, vie professionnelle, qu'on a mis en place depuis 2012, oui, pardon. Ça fait longtemps déjà. Oui, ça fait longtemps. On va le dire Mais comme ça. 2012, voilà. Voilà, ça leur bénéficie aussi et je pense que tout le monde s'en porte beaucoup mieux. Hein. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que le télétravail, au sein du télétravail, les femmes sont les grandes perdantes. Ah. Oui, on le sait parce Une qu'elles Alors- en font beaucoup plus que les hommes Ah, à la Marie, maison. Oui, alors elles en font beaucoup plus et c'est vrai que c'est un impact un peu disproportionné parce que la charge familiale, elle est encore, et en particulier en France, plutôt entre les mains des femmes. Néanmoins, dans l'étude qui a été faite par KPMG au niveau mondial auprès des femmes dirigeantes, en fait, elles sont plus optimistes que les analystes ou l'opinion publique sur les opportunités qui s'ouvrent à elles. Parce que justement, elles ont appris, elles se sont organisées, et elles ont vu que c'était possible, bon, parfois un peu douloureusement, mais voilà. Donc du coup, maintenant, elles voient qu'elles font partie aussi de la solution pour innover, pour réinventer Ouais. voilà, le monde de demain. Bah oui, de toute façon, le monde de demain, il sera à distance en partie, et puis on se concentrera. Quelqu'un me disait, faire 1 heure de voiture pour une réunion d'1 heure, en termes d'impact carbone, c'est terrible, et on la fera à distance, et ça Oui, sera mais il ne beaucoup faut mieux. pas nacher, parce que c'est aussi bien de Ah, rencontrer mais physiquement. je pense les que ça équipes. sera Je digital. crois qu'il y a une grande Hybride. souffrance. Ouais. Agilité, Isolement. disruption, voilà. Sandrine, concernant, et j'ai oublié ce que j'allais vous demander, vous voyez. Ah, mais. Bah, moi, je Oui, pourrais alors vous répondre. êtes- Je non, vais, moi, je vais alors, ma rebondir. question, voilà, je vais... je- Ah non, non, mais je vais, du Bon, coup, bah, je vais d'accord. rebondir. Bon, bah, je comme vous ça, laisse, vous avez alors, le temps de. Je vais rebondir Merci, sur. café. Je pense que par rapport à. Non, mais par rapport au télétravail, il faut aussi bien choisir son conjoint. Il y a une chose que les femmes peuvent faire. Mais ça, c'est bien éternel, choisir hein. leur conjoint. Elle ne savait pas au départ. Une carrière, elle ne savait pas au départ, c'est vrai, mais ça se construit un couple, on le sait bien. Ouais. Mais c'est moins anecdotique qu'il n'y paraît. On sait que dans la carrière des femmes, à partir du moment où il y a un enfant, on ne peut plus décider seul de ce qu'on va faire. Et donc, c'est à deux que ça se gère. Les carrières, ça se gère à deux. L'expatriation, moi je me suis beaucoup expatriée, ça se gère à deux. Et la gestion des enfants à la maison, ça se gère à deux. Il faut une générosité. Voilà. Bon, bah voilà. Donc, Gilbert, votre question. Vous en souvenez, là Oui, non, ça y est, c'est revenu au moment où vous Pardon, parliez j'en ai de choisir son conjoint, je réfléchissais. Alors, pour revenir au statut de la société Aigle, c'est une entreprise à mission. Vous me disiez, C'est j'ai vrai. pas mis la parité, évidemment, dans cette mission sociétale. Est-ce que ça pourrait l'être? Ça pourrait l'être, mais à partir du moment où, à côté des statuts commerciaux d'une entreprise, on met des engagements, ils sont assez, pour nous, importants. C'est des engagements rappelle. sur l'impact carbone C'est ça. et sur la protection de l'environnement, la préservation. On a cet objectif-là, et donc c'est celui-là qu'on a inscrit dans nos statuts. Après, il y a plein d'autres choses qu'on fait et qu'on n'inscrit pas dans nos statuts, et la parité, ça en fait partie. L'index Pénico, j'espère, cette année sera à 100 chez nous, et donc voilà, on est là-dessus aussi, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on a inscrit dans la société à mission, qui est vraiment centrée sur la préservation de l'environnement. Ouais, enfin, en même temps, ça donne un sens, une direction, une ambition, en tout cas sociétale, Tout à fait. qui
qui n'est pas anodine. On est bientôt à la fin de ce premier plateau qui était dense, riche et j'ai adoré personnellement. Lucille, un petit mot juste avant de passer la Déjà, je vous parole. remercie tous d'être nos partenaires aux futures assises, de votre confiance et du plaisir que nous aurons à collaborer tout au long de l'année ensemble pour vous aider à bien faire et à mieux faire. Yannick, les assises, ce temps d'échange, il est important, les bonnes pratiques, comment on fait le voisin, comment ça se passe à l'étranger, c'est important de le partager? Alors c'est important parce que ça met d'abord le sujet en visibilité. Pour des entreprises comme Atos, qui, je le rappelle, souhaitent recruter, ça permet de mettre en lumière et de passer un certain nombre de messages pour arriver à gommer cette différence. Et donc je lance un appel, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre en 2021. Nous serons ravis de vous accueillir. Et donc voilà, donc c'est effectivement un vrai sujet. Sandrine l'évoquait tout à l'heure aussi, c'est un sujet de performance d'entreprise. Et vous parliez de relance. La relance, naturellement, passera d'abord par le règlement de cette crise sanitaire, mais ensuite par l'investissement. Et cet investissement va nourrir de l'innovation. Et cette innovation, aujourd'hui, elle est riche de diversité et de cette parité. C'est au travers de cette diversité qu'on retrouve un mélange et un échange et une vraie créativité. Il y a du boulot quand même, hein. Lucille me disait, dans les startups, c'est pas très féminin, paradoxalement, alors que les nouvelles générations sont... Ah non, mais c'est sont une beaucoup- catastrophe. c'est une catastrophe. 85% des startups sont occupées par 100% d'hommes. Et on parle de la jeune génération. Donc, Bon, voilà. alors, pardonnez-moi Marie, je parlais de contrainte tout à l'heure. C'est une condition sine qua non. Alors, ouais, alors, Yannick, on pourrait dire il a la contrainte de recruter des femmes dans toutes ses équipes. Vous, en tant que femme, vous avez aussi cette contrainte du coup à la tête de KPMG et les bonnes pratiques sont Oui, importantes. c'est l'opportunité de faire monter toutes ces femmes. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de s'affranchir de 50% des talents. Donc je crois que tout le monde est invité à contribuer voilà, à la réinvention de notre façon de collaborer ensemble en entreprise. Et les assises, et moi je suis très fière que KPMG soit partenaire des Une assises deuxième de la fois. parité, parce que c'est à la fois un arrêt sur image pour voir où on en est aujourd'hui, donc célébrer toutes les belles réussites, hein, et même petites, hein, parce que c'est un encouragement à faire, et puis c'est aussi un vrai élan pour Pour impulser avancer encore ensemble. beaucoup plus vite, hein, parce qu'on voit aussi, en faisant cet arrêt sur image, combien il nous reste encore de chemin. Donc on est en route, mais il faut aller plus vite. Zéro tolérance. Ou tolérance zéro. 100% d'ouverture, je dirais plutôt. Ouais, Si on est plus trop ouvert, positif c'est comme comme ça discours, qu'on ouais. avancera Ouais. plus vite. Pour moi, les assises, c'est ça aussi, hein. C'est une occasion de montrer qu'on peut, il y a plein de choses qu'on peut faire Ouais. pour que ça aille un petit peu plus vite. Donner des prises de conscience aux hommes, qu'ils ont un rôle important à jouer pour accueillir toutes ces femmes qui arrivent. Et la tâche sera d'autant plus facile et beaucoup plus prolifique. On est optimistes quand même tous. Ah Les oui, deux. bien sûr. On est absolument. optimistes. En tout cas, quand je vois vos visages, je suis optimiste. Et quand je vois Lucie à côté de moi, j'ai envie d'être le signe aux assises de la parité. C'est gentil, merci. C'est très gentil, Gilbert. merci. Avant d'accueillir nos invités suivants, ADP, Aéroport de Paris, avec l'ancien général Hervé Watcombe qui sera là, Ipsen, Naval Group et Catch Business School, une grande école de commerce. C'est pas la vôtre, hein, je sais que vous n'avez pas fait celle-là, mais en tout cas, elle sera là, l'école de son directeur général, pour nous parler de ces nouvelles générations dont on parlait. Et puis avec vous, Lucie, on dévoilera Ah, je les vous grands quitte pas. thèmes. Bah, vous restez là. hein, Ah, bien je sûr. reste. On dévoilera les grands thèmes des assises. Et pour faire un petit break, 2 minutes d'image sur les assises 2019. À bientôt. Merci à tous. Merci. Jeudi 20 juin 2019, salle Playel à Paris. Une mobilisation générale pour sensibiliser sur la nécessaire parité femmes-hommes dans les instances de direction. Les assises de la parité défendent un sujet qui nous est cher chez IWF en France, puisque c'est notre engagement que de mettre des femmes dans des conseils d'administration et dans les COMEX, là où le pouvoir opérationnel réside. Aujourd'hui, avec les quotas, il y a une nette amélioration et c'est une volonté que nous avons d'embarquer les hommes à nos côtés pour une alliance paritaire et se préoccuper de l'avenir. Et Dieu sait comme il est intéressant, tous ensemble.
La parité dans l'entreprise, c'est d'abord un sujet de performance. Le monde a changé, vous le savez, la guerre des talents fait rage et au fond, il devient stratégique pour les entreprises d'élargir leur vivier de talents et surtout de développer le potentiel de chacun de leurs talents. C'est un grand événement. L'engagement des entreprises et des marraines vont me permettre de faire en sorte qu'on aille encore plus loin que les dispositions législatives. J'ai demandé au Haut Conseil à l'égalité pour étudier la possibilité d'augmenter tous les quotas existants jusqu'à 50%. Il n'y a pas de raison qu'on reste à 30 ou 40%, puisqu'on est 52% de la population. Le dispositif des marraines, il est absolument inédit. Il vient d'être créé pour et par IWF. Donc 60 marraines qui vont investir à peu près 2500 heures de leur temps. Ce sont des femmes qui ont un parcours assez remarquable et qui ont envie maintenant de venir aider, de venir partager. On veut là du concret, du pragmatisme. La prochaine étape, c'est d'autres assises dans un an. On va réunir d'autres partenaires, ceux qui étaient là aujourd'hui, et on fera un bilan de ce que les marraines ont pu apporter et de tout ce que ce fourmillement d'idées et d'actions vont pouvoir faire émerger. Suite de nos échanges autour de la parité avec des invités, là encore au cœur de cette problématique, et qui incarnent à leur manière, dans leurs fonctions, leurs actions, les messages essentiels à faire passer dans les organisations. Et devinez qui est à mes côtés. Lucille Desjonquers, qui est la présidente. Mais vous n'avez pas bougé, vous êtes encore là, Lucie. C'est avec plaisir. C'est vous qui organisez les assises de la parité le 6 mai prochain. On est impatients d'y être, Lucille. Alors autour de nous, que des personnalités encore. Anne de Maison de Naval Group, directrice de la transformation et des performances de Naval Group, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Ravie de vous voir. Ben moi aussi, je suis ravi. Abla Abrial, VP Finance. Alors là, c'est pas les RH. Elle s'occupe des finances, elle coupe les coûts ou elle favorise les investissements au choix. Chez Ipsen, c'est bien ça? Ipsen, Absolument. on rappelle, c'est un Groupe pharmaceutique. groupe pharmaceutique que tout le monde connaît. Vous nous parlerez de cette vision un peu, comment on émerge jusqu'au sommet d'une entreprise comme Ipsen sur la partie finance. Et puis à ma droite, c'est un ancien général, donc garde à vous. Hervé Wattkamp, il est DRH d'ADP. Son parcours est intéressant et son regard est intéressant parce que l'aérien connaît une crise sans précédent et pourtant c'est dans ces crises que la volonté doit être maintenue sur des problématiques comme la parité. Et puis vous nous direz comment l'armée a recruté des jeunes femmes, parce que là aussi c'est très éclairant. Lucille, pour commencer, la parité c'était capital, on le sait, et les investissements sont si importants en cette période de crise. Et pourtant ces investissements si importants, ils sont encore très genrés, je trouve. Ils sont très, très genrés. On sait à quel point les femmes sont les grandes perdantes de la possibilité de toucher de l'argent. Et il y a un paradoxe dans la mesure où celles qui réussissent à lever de l'argent ont des résultats étonnants. Alors, petite vue optimiste quand même sur le sujet, dans la mesure où France Invest, qui est une association qui rassemble de très, très nombreux fonds d'investissement, pour ne pas dire presque tous, a signé une charte récemment. Et dans cette charte, ils s'engagent à féminiser leurs équipes et de gouvernance et de direction. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils vont féminiser les sociétés dans lesquelles ils investissent. En gros, pas de femmes, pas d'argent. Donc c'est un argument qui marche, ça, Gilbert. Qu'est-ce que vous en pensez? L'entrepreneuriat au féminin, mais c'est important et beaucoup d'universités, grandes écoles se sont appropriées ce thème parce qu'il est capital. Hervé Wattkamp, je commence avec vous. Je disais en préambule, vous étiez général dans l'armée de l'air.
chasseur alpin. Comment dirais-je, vous me disiez que quoi qu'on fasse, on regarde d'abord le talent et pourtant le sujet évolue peu, y compris dans l'armée, si je ne m'abuse, où on compte. Alors, pardonnez-moi, vous allez me dire, arrêtez de me parler de l'armée alors que je viens d'un don d'ADP. Mais ce regard, aussi bien sur une grande entreprise que sur un grand corps d'État, est intéressant. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Alors, ça avance quand même. Il faut quand même être optimiste parce que sinon, c'est dramatique. Non, ça avance beaucoup même. Mais effectivement, il y a encore des inerties, comme dans toutes les très grandes entreprises. Hein. Il y a un phénomène qui est simple, c'est que les gens sont en place, qu'ils soient hommes ou femmes. On ne va pas les virer, entre guillemets, hein, comme ça, pour mettre immédiatement des femmes. Donc, il y a un temps, il y a une inertie. Et je crois qu'il faut vraiment la prendre en compte parce que sinon on se ment. Par contre, il faut une volonté. Et la volonté, ça a déjà été dit plusieurs fois, c'est au recrutement, c'est à la formation. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et c'est là où il faut fixer des quotas ou fixer des règles hein, et des objectifs mesurables. Ça, c'est très important. Si ce n'est pas mesurable, ça va être très compliqué. Et bien sûr, partager. Et il y a de la place pour tout le monde. Et un autre sujet qui est très important... Je me lance, mais sur les rémunérations, pour moi, c'est un non-sujet. Et pourtant, c'en est un. 15% d'écart. Donc, ça veut dire que chez ADP, c'est 2%. Donc, il faut qu'on progresse encore. Mais je veux dire, on ne part pas de très loin. Et donc, il faut qu'on avance petit à petit. C'est jamais fini. Un mot aussi sur la crise qu'on connaît, c'est dans ces moments de crise, je le disais en introduction, il faut maintenir le cap. Parce que évidemment, la tentation est grande de céder un peu, de faire tomber les digues. Mais pour autant, il ne faut jamais céder, y compris en cette période. Alors, ça, c'est très clair. Alors, il y a toujours des opportunités dans les crises. On avait chez le groupe ADP un turnover très, très faible. Parce qu'on était bien chez ADP, on restait chez ADP, etc. C'était 3%. 3% pour faire progresser la place des femmes. On est 37%, il y a 37% de femmes chez ADP. Et donc, pour arriver aux 50%, imaginez, ça demande du temps avec 3% de turnover. Cette crise va nous faire partir, effectivement, beaucoup de collaborateurs, plus de 11%. Et donc, il faut qu'on saisisse de ce moment-là pour, au recrutement, être extrêmement exigeant sur la volumétrie des candidats, le sourcing, etc. etc. Et on a plein de belles actions déjà, tout à l'heure, si vous voulez. Et pour autant, il y a ce phénomène des départs et puis ce retour à la normale. Hein. Quand on préparait cette émission, vous me disiez, dans l'aérien, on prévoit un retour à la normale. Dans 3 ans, quoi. C'est vrai que ce sera compliqué. Alors les chiffres, effectivement, c'est dans 3-4 ans, retrouver le trafic de 2019, qui était une année normale, une belle année, mais une année normale. Donc ça va être très long. Ça ne nous aide pas, comme on dit. Alors, Anne de Maison, chez Naval Group, une entreprise de très haute technologie. Quand on s'est parlé, votre président était en Australie pour le contrat sur les sous-marins Made in France qu'on a vendu. On a vendu combien, d'ailleurs? Alors, 12. 12 mais c'est énorme. Tout à fait. Sacré contrat. Alors, dans la haute technologie... là aussi, les talents sont divers. Et pour autant, on a du mal à recruter de jeunes femmes. Alors, c'est vrai qu'on a une difficulté. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'industrie qui attire assez peu et on a un vivier qui, on l'a dit, est assez faible. Alors, vivier évidemment de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On a autour de 28% de femmes dans nos écoles d'ingénieurs. Mais aussi, nous sommes une société industrielle et nous recrutons des femmes parmi les techniciens, parmi les ouvriers. Et il faut savoir à peu près qu'il y a 11% de femmes seulement qui se tournent vers des bacs pro dans nos métiers de production. Ouais. On aura l'UIMM tout à l'heure, le gym, qui sera représenté. Il nous dira, mais qu'est-ce qu'ils font pour recruter ces jeunes femmes dans les BTH, les bacs pro, chaudronnerie, fonderie, qui sont importants, c'est ça Oui, tout à fait. Et vous avez un travail amont pour proposer. Alors, effectivement, nous, on agit très en amont. Donc, on va concrètement dans les collèges, dans les écoles, parce que ça passe finalement par une image très jeune. Et aussi, on parle beaucoup aux familles. On leur dit, écoutez, dans l'industrie, il y a des métiers d'avenir. Nous, on recrute à peu près chaque année autour de 1200 collaborateurs. On a un groupe de 15 000 personnes et on a une visibilité, mais à long terme, on va se dire sur les 10 ans, les 20 prochaines années, on sait que chaque année, on va recruter autour de 1000 personnes. Et les femmes ont toute leur place dans notre industrie, que ce soit dans des métiers évidemment d'ingénieurs, mais aussi de production. Les représentations. Abla, alors avec vous, vous êtes moins sur le recrutement, vous êtes dans la finance, ça rigole moins. Mais la finance... on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Bon, alors écoutez... On attend de voir. Alors, vous êtes moins sur le recrutement que nos invités, puisque vous n'êtes pas dans la fonction RH. Et
votre point de vue sur la parité est assez inégal. Beaucoup d'environnements, selon vous, restent masculins, avec des codes assez précis. C'est ça qu'il faut faire évoluer. Absolument. Alors moi, en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle de la finance, un monde qui reste encore un peu masculin aujourd'hui, mais aussi du fait de mon histoire et de ma double culture, les sujets de la parité et de la diversité au sens large sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et ce n'est pas complètement par hasard si les environnements dans lesquels je me suis le plus épanouie étaient des environnements qui encourageaient cette diversité au sens large. Donc à mon sens, ce sont ces modèles qu'il faut véhiculer. On a parlé de rôle modèle avant. Il est important d'avoir ce type d'image sur lequel on peut se reposer et qui montre qu'on casse un peu les silos, on casse un peu les automatismes de la société et on a à cœur en fait de montrer cette image et que tout est possible et arrêter cette autocensure, que ce soit pour les métiers de la finance, les métiers plus techniques. La technicité, ça s'apprend. Tout est une question de volonté et d'objectif. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y avait autant d'autocensure chez les jeunes femmes qui veulent évoluer que dans les process des entreprises que vous avez. Absolument. Donc il faut débloquer cette autocensure qu'on a chez les jeunes femmes. Donc à titre d'exemple, chez Ipsen, dès le recrutement, mais aussi tout au long de l'accompagnement de la carrière, on a à cœur de favoriser cette parité. Donc à titre d'exemple, pour notre process de recrutement, on est très vigilant à présenter autant de femmes que d'hommes en phase finale de recrutement. Et une fois que ces personnes sont recrutées, tout au long de la gestion de la carrière, on a des programmes de formation de leadership. On a à cœur aussi d'avoir autant d'inscrites que d'inscrits. Pour avoir autant d'inscrites que d'inscrits, il faut les repérer, il faut les accompagner, il faut les mentorer, il faut les coacher et leur montrer, encore une fois, qu'il n'y a pas de limite et qu'il ne faut pas s'autocensurer et les accompagner pour avoir ce vivier qui va nous permettre à la fin de féminiser nos organes de direction, que ce soit en termes de COMEX ou d'équipes de direction au sens élargi, donc les top 150 de l'entreprise. Et coacher les hommes à les accueillir. Et coacher les hommes à les accueillir. Souvent, les hommes, ils veulent être présidents direct quand ils sont recrutés en stage, alors que les femmes, il faut leur demander, voulez-vous être président? C'est ça. C'est ça. Les femmes ont besoin d'être sûres qu'elles vont avoir la fonction, mais il ne faut pas les culpabiliser, parce que Brigitte Grésy le disait l'autre jour, il ne faut pas appuyer sur cette absence de confiance qu'elles ont en elles. Elles savent aussi qu'elles ne vont pas toujours être très, très bien accueillies. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un travail d'équipe. Oui, c'est vrai que nous, on met en place du mentoring, comme beaucoup d'autres entreprises, parce qu'on veut vraiment que nos femmes, elles croient en elles. Et c'est très vrai que nous, chez Naval Group, on est 20% de femmes, donc c'est assez peu. On souffre de ce que je décrivais précédemment. L'industrie attire assez peu. Mais pour autant, on s'est fixé des objectifs ambitieux. Donc évidemment, accompagner nos femmes et leur dire oui, vous pouvez devenir manager, oui, vous avez votre place dans le management intermédiaire et le top management. Et d'ailleurs, notre direction générale, elle s'est fixée pour cette année un objectif ambitieux, c'est que 25% de femmes soient dans les CODIR. Donc pour notre entreprise, je vous disais l'ordre de grandeur, c'est effectivement une ambition assez forte que l'on porte. Et puis 35% en 2025, voilà. Vous l'aviez dit. Et donc, alors 25% dans nos CODIR. J'ai les chiffres. Hein. Et nos objectifs de recrutement. Donc cette année, on a recruté 25% de femmes. Et en 2025, on se projette sur 35%. Donc on a du pain sur la planche, mais on est convaincu de cette nécessité et de l'opportunité pour notre entreprise. On est une entreprise de haute technologie et pour nous, la diversité, la parité, c'est un facteur différenciant. Et nos clients, alors les marines, les armées, le savent. Donc on est convaincu que ce n'est pas seulement d'être à l'image de la société. Déjà, c'est un premier step pour nous, mais c'est aussi de porter auprès de nos partenaires économiques, associatifs, éducatifs, ce message. 35%, ça veut dire qu'on n'est pas à la parité dans 5 ans. Enfin, 4 ans, pardon. Alors, comme je vous disais, on a Elle me regarde, Nathalie, c'est déjà pas mal. Quand même. Il faut encourager les premiers efforts. Alors, comme je disais, la parité, c'est une ambition et c'est des principes d'action au quotidien. Je vous parle beaucoup de chiffres parce que moi, je crois aussi aux objectifs chiffrés, je le dis, qu'on monitore. Faut pas se leurrer, on ne sera pas à la parité en 2025, vous voyez d'où on part, mais on a ce plan d'action qui est en place. Et je trouve que c'est important, on parlait de contraintes tout à l'heure. Pour nous, c'est pas tellement une contrainte, c'est plutôt un objectif partagé. Et tout notre staff, que ce soit la direction générale, mais aussi notre management de conférence, en est porteur. Voilà. La contrainte ne résout pas tout, c'est ce que vous disiez. Non, la contrainte ne résout pas tout. Donc, je pense qu'au-delà de parler de quotas, il faut parler d'objectifs ambitieux que nous avons tous dans nos organisations. À titre d'exemple, chez Ipsen, aujourd'hui, seulement 20% du COMEX est féminin. Donc, il y a encore du travail à faire, mais on a des ambitions qui sont inscrites dans notre stratégie qui a été dévoilée récemment en décembre. Donc, l'objectif est de porter ce pourcentage à 35%
en 2024. Et pour ce qui est de l'équipe de direction élargie, l'objectif est d'atteindre la parité de 50-50 en 2024, alors que nous étions encore 30% il y a de ça 3 ans. Et comment vous allez faire là? Vous rajoutez des fauteuils? Parce que justement, on disait qu'il faut des départs pour... vous savez, vous avez des départs programmés à la retraite ou Exactement. Je pense qu'à la différence de ce qu'on voit sur les conseils d'administration où les mandats sont à durée déterminée, pour ce qui est du COMEX ou des équipes de direction au sens plus large, les mandats ne sont pas à durée déterminée. Donc il faut qu'il y ait des mouvements. On ne va pas nécessairement créer des fauteuils, mais justement encourager ce vivier et avoir un vivier, un pipeline de talents qui vont être détectés dès le recrutement. Il y a aussi des actions qui visent à accompagner, on a un programme qui s'appelle le programme de returnship aux États-Unis. C'est un programme qui vise à accompagner des personnes qui ont dû s'interrompre pendant un certain nombre d'années au cours de leur carrière, que ce soit pour l'éducation des enfants ou pour une expérience d'expatriation. Force est de constater que ce sont souvent des femmes. Donc aux États-Unis, on accompagne ces femmes pour les aider à retrouver le chemin de la vie active, à remettre les pieds à l'étrier. La collaboration avec Ipsen commence par un stage et ensuite, l'idée est vraiment de leur permettre de remettre les pieds à l'étrier. Donc non, on ne va pas créer des fauteuils, mais on va élargir en fait notre pipeline de talents et la façon de détecter et de permettre cette diversité, cette féminisation. Il pourrait y avoir des shadow COMEX, l'antichambre du COMEX, auquel les femmes assistent pour se préparer. Eh bien oui, c'est via le mentoring, via le coaching. Il y a aussi les programmes de shadow, c'est de suivre un peu des leaders, des rôles modèles en lesquels on a confiance et par rapport auxquels on se représente. Et à mon sens, cette représentation et ces images qu'on véhicule sont extrêmement importants pour briser ce plafond de verre et pour permettre aux jeunes filles, aux petites filles, de se projeter sur ce type de métier. Hervé, au niveau d'ADP, est-ce qu'il y a une plus grande facilité à l'entreprise, on va dire, avec des populations cadres que des populations plus... par exemple, j'imagine que c'est compliqué de recruter sur le tarmac des femmes sur des jobs comme ça, ou ça évolue? Oui, ça dépend. Il y a une vraie différence en fonction des métiers, hein, ça a été très bien dit, des niveaux de responsabilité, mais surtout des métiers. Donc ADP, c'est beaucoup de métiers très différents. Donc il y a certains métiers qui sont très féminisés, d'autres beaucoup moins. Et donc on lance plein d'actions. Je pense qu'il n'y a pas une action globale, c'est une série d'actions qui va concourir à faire augmenter ce taux. Je vais en citer une. On travaille avec l'association Elle Bouge, qui est une association géniale. Et donc par l'intermédiaire de marraines, on en a 49 au sein d'ADP, elles vont porter la bonne nouvelle dans les entreprises sur les métiers techniques, parce que c'est ça le sujet. Le sujet est des métiers techniques, quel que soit le niveau cadre ou maîtrise ou haute maîtrise. Et donc, elles se déplacent, elles vont faire parler évidemment de groupe ADP, etc. Et ça marche bien. Mais c'est des petites graines qu'on pose un petit peu partout et ça avance. Ça avance. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, surtout dans les métiers techniques, parce qu'il n'y a pas de grand soir. Il faut attirer les jeunes femmes, les jeunes hommes pour venir travailler chez nous, dans ces métiers qui sont historiquement ou habituellement plutôt masculins. Oui, nous, on a effectivement le même type d'approche qu'ADP, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs qui sont impliqués et très actifs dans des associations. C'est notamment le cas d'Elle Bouge, où on en a 200 marraines qui sont impliquées au quotidien. Et on s'appuie sur ce réseau, on l'encourage et on a décidé de l'animer, de le soutenir, pour après démultiplier notre action, que ce soit auprès des écoles, mais aussi des élèves dès le plus jeune âge. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui sont très engagés et l'entreprise soutient, impulse, mais on s'appuie sur leur engagement et sur leurs convictions. Et l'exemple d'Elle Bouge est très parlant et je me retrouve bien dans le témoignage d'ADP. C'est vrai que ces associations, elles sont remarquables et ça fait longtemps qu'elles travaillent, ces associations comme Elle Bouge. Et il faut les encourager. On a envie de dire, il faut qu'elles continuent encore longtemps, Lucille. Et d'ailleurs, un thème qui sera abordé, vous répondez à ma question, et vous parlez aussi du quatrième thème qui sera abordé, c'est la résilience. Est-ce qu'elle est genrée? Parce qu'on a parlé de résilience, vous vous souvenez, Hervé, on s'est parlé pendant la pandémie, on était cloîtrés chez nous et je lui disais, la résilience, c'est quoi? Elle est genrée. Bien sûr, elle est genrée. Et il faut travailler là-dessus aussi, de façon... Ça veut dire que ça passera par là, la reprise. C'est un thème qui sera débattu lors des assises. C'est un thème qui sera évidemment largement débattu pendant les assises, parce que
aussi simple que 2 et 2 font 4. Des hommes et des femmes, c'est de la performance. Moi, je n'arrive pas à admettre qu'en 2021, on soit encore là à devoir expliquer à quel point les femmes ont leur utilité, leur importance dans une entreprise. Donc, il faut juste des prises de conscience. Ce qui me rassure, Gilbert, c'est que quand je rencontre des dirigeants qui sont obligés de mettre, là je reprends ma casquette chasseur de tête, qui sont obligés de mettre des femmes dans leur conseil d'administration, ils arrivent, ils disent ouais la loi, je suis obligé, mais quand ils voient les shortlists et la qualité des femmes qu'on leur présente, eh bien alors là, d'un seul coup, ils perdent toute la frayeur ou la colère qu'ils pouvaient, voilà, et parce qu'ils réalisent qu'il y a des femmes exceptionnelles qui vont pouvoir les aider à travailler utilement à côté d'eux. Donc ça, c'est un grand point. Je parle à la régie. Est-ce qu'on a le directeur général de Kedge avec nous en liaison? Est-ce qu'il est là? Bon, on va se connecter avec lui. Une question Je suis là, Gilbert. Ah, Alexandre, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, on se vous voit à la télé. On se vous voit. Ça va et vous, Gilbert? Alexandre, vous avez entendu le débat autour de l'émergence de cadres dirigeants, de collaborateurs féminins. Les nouvelles générations dans les écoles, elles attendent ça des entreprises. Il faut être aligné avec les ambitions sociétales, mais aussi sur ce point-là. Absolument, elles l'attendent et je crois que les écoles les y préparent. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'entendais que les écoles d'ingénieurs forment un tiers, ou en tout cas un tiers des étudiants à l'école d'ingénieurs sont des femmes. L'équilibre est déjà trouvé, j'ai envie de dire, dans les écoles de management, puisque 50% de nos étudiants sont des étudiantes. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'en formant 50% d'étudiantes, finalement, au fur et à mesure de leur progression de carrière, elles ne se retrouvent pas dans les mêmes positions que les hommes. Et les salaires à la sortie, d'ailleurs, sont déjà différents. Donc, il y a un vrai sujet immédiat après les études des métiers et des salaires pour les femmes qui sortent des écoles de management. Mais oui, les sujets de parité homme-femme, mais au-delà même de la parité, c'est les sujets autour du regard de la femme, d'ailleurs, par les hommes, sont très prégnants dans les écoles de management, par nos étudiants. Et donc, ce sont des sujets qui sont évidemment abordés non seulement dans nos cours et nos enseignements, on essaie de faire en sorte que le maximum de nos cours portent sur ces sujets, mais aussi sur notre recherche. La puissance d'une école, qu'elle soit de management ou d'ingénieur, c'est qu'elle a aussi des professeurs qui sont des chercheurs. Et alors en particulier dans les écoles de management, nos professeurs cherchent sur ces sujets de parité, d'égalité, d'équité. Choisissons le mot qui est le plus adéquat. Mais évidemment, la place de la femme dans le management, la place de la femme dans le top management sont des sujets sur lesquels des écoles travaillent et sur lesquels Kedge en particulier travaille. Ok, Alexandre, vous restez avec nous en ligne. Hervé, on voit bien les jeunes générations attendent que les entreprises soient alignées et dans leurs discours et dans leurs actes, parce qu'on pourra arriver à cette situation au fond que les étudiants disent nous on ne voit plus dans les boîtes où c'est pas 50-50, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un appel des étudiants des grandes écoles qui disaient si on n'est pas raccord avec la COP21, enfin tout ce qui est évidemment les préceptes de l'ONU, on n'ira pas. Voilà. Est-ce que c'est important pour une entreprise? Oui, c'est pour ça que l'affichage est très important. L'affichage et l'action, bien sûr. Par exemple, on citait des chiffres. Pour tous nos codires, l'objectif, c'est 40%. Moi, mon codir, on est 60% de femmes. Beaucoup de chance, bien évidemment. Attention, il ne faut pas basculer dans le sens. Voilà, donc on va... J'ai écouté aussi. Et donc, c'est très important. Et surtout, 40% de cadres femmes. Ça, c'est un objectif. On est à 37%. Mais on progresse, on va avancer, etc. Et ça part du début, ça rejoint ce qu'on vient de dire. On a un programme, graduate programme, donc c'est tous nos talents qui arrivent des écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Et donc l'objectif, il est très clair et vérifiable, c'est un recrutement sur 2 est une femme. Et donc, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Dans tous les sourcings, il y a forcément des candidatures féminines. C'est la loi Pacte. Exactement. Vous appliquez la loi Pacte. Oui, j'invente rien. Vous respectez la loi, vous arrêtez de raconter. Mais on va le faire. Mais nous, on va le faire. Oui, il faut être aligné, quoi. Il faut être aligné. Nathalie, vous êtes convaincue que nous sommes
nous ne sommes pas dans un environnement où les femmes se projettent. C'est surtout ça qui est important. Pour arriver à cette image, il faut aller sur le terrain. Et on parlait des écoles, et on parlait du sourcing, et on parlait des familles. Oui. C'est un rôle démentiel qu'on demande aux entreprises, au fond. Oui, mais nous, on est soucieux d'agir sur le vivier que je citais précédemment. Et effectivement, on est, en tant qu'industrie, on va dire, moins favorisée. On a une image qui est moins attractive. Et en plus, on est sur un secteur qui est le secteur naval, le secteur maritime. Il faut savoir autant on est 30% de femmes dans l'industrie, autant dans le secteur maritime, on chute à moins de 20%. Donc c'est notre responsabilité et puis c'est aussi la seule façon aussi d'agir, donc c'est un levier. Donc on va effectivement, comme je disais, dans les collèges, dans les écoles pour sensibiliser. On s'appuie sur des partenaires, on n'est pas tout seul, on s'allie aussi avec la filière navale pour sensibiliser nos jeunes. Et puis encore une fois, on a un engagement pour la jeunesse qui est très fort. Chaque année, on accueille à peu près 1000 jeunes dans nos équipes et on s'efforce, on parlait de levier, via l'apprentissage, via les stages, d'agir et finalement, au vu des nombres départs qu'on va avoir dans les prochaines années, de renverser la vapeur et effectivement d'opérer un changement aussi qui est un changement culturel pour notre industrie et pour notre entreprise. Et on y croit. Voilà, Vos femmes cadres ont un rôle modèle, sont des rôles modèles importants qui doivent communiquer. Alors, Abla, vous parliez, vous, des biais inconscients dans l'entreprise. On pousse, d'ailleurs, y compris certaines femmes managers, poussent à des parcours assez similaires sans se faire sa révolution culturelle et interne, en se disant il faut quand même changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, les biais inconscients existent. Il faut juste qu'on le reconnaisse et qu'on travaille, qu'on forme et qu'on accompagne nos managers actuels et nos leaders à lutter contre ces biais inconscients. Les biais inconscients sont au niveau de l'entreprise, mais également au niveau de la société. Donc moi, j'ai des filles, j'ai des nièces, et j'ai à cœur en fait de leur montrer une image où elles peuvent se projeter, se dire qu'on peut réussir professionnellement, à la fois professionnellement et à la fois avoir une vie personnelle épanouie. Et c'est ce type d'image que j'ai à cœur de véhiculer. Et encore une fois, vous parliez des talents qu'on arrive à attirer. Pour pouvoir attirer les meilleurs, il faut montrer cet environnement qui permet de promouvoir cette richesse et cette diversité. Et encore une fois, à titre personnel, je suis très contente de travailler là où je travaille et je n'irai pas dans un environnement différent et qui ne me permet pas de m'exprimer avec toute la diversité que je représente. Vous avez l'air heureuse et ça se voit. Oui, c'est vrai, mais vous aussi d'ailleurs. Tout le monde a l'air heureux. Moi, je suis heureux aussi avec vous. C'est un sujet qui est très important. Avant de parler avec Alexandre Denavaille, le patron de Kedge, les universités ont accéléré comme jamais la transition numérique. On l'a vu, de toute façon, ils ne pouvaient plus aller en cours, les pauvres étudiants, donc ils étaient dans leur chambre à suivre la transition numérique du changement et ce changement de paradigme qu'on connaît. Ce sera l'un des sujets traités lors des assises. Bien sûr, essentiel, évidemment. C'est le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, là, on est en direct sur Internet. D'ailleurs, on a démontré que la bande passante était suffisamment grande. On a démontré qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On va parler à Alexandre. Alors, c'est une petite formule technique. Pendant que je parle à Alexandre en Skype, vous allez sortir et on va retrouver nos autres invités. Merci Hervé, merci Nathalie. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Alexandre, est-ce que vous êtes là? Je suis toujours là. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit, Alexandre? Il y a du boulot quand même, parce que vous, ok, vous faites le job, mais les entreprises, il faut aller les convaincre, c'est ça? Il y a du boulot, ça m'inspire beaucoup, parce qu'avant de devenir directeur général de Kedge, j'ai été patron moi-même, donc ce sujet-là, je l'ai porté en tant que patron, en tant que recruteur. Et comment vous faisiez alors? Pardon? Comment vous faisiez? Je crois, j'ai entendu tout à l'heure que beaucoup passent par... pour moi, il y a deux sujets. Il y a d'abord le fait de marteler le message. Donc, c'est un sujet de communication et de surcommunication sur le fait que toute entreprise, toute organisation doit trouver un juste équilibre femmes-hommes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour les organisations, les entreprises en particulier, tout passe par le recrutement. Et la complexité, c'est le temps, et c'est le temps long, et le fait de pouvoir recruter pour équilibrer. Et donc, tout dépend évidemment du turnover que vous avez. Et dans une organisation, plus vous montez dans la pyramide ou la hiérarchie pour les entreprises et les organisations qui sont encore très pyramidales, évidemment, plus le turnover est long en réalité. Donc, la difficulté de recruter pour les COMEX,
elle tient essentiellement à ça. Est-ce que vous allez vous battre avec les DRH, les CEO? Vous leur dites attention, c'est pas bien. Est-ce que vous avez un travail d'évangélisation, vous aussi, comme patron de grande école? Alors oui, à travers notre relation entreprise, on a trois canaux finalement, hein, de placement de nos étudiants, en stage, en alternance et puis en emploi final. Et notre volonté, c'est évidemment de placer autant nos étudiantes que nos étudiants. Et les profils des étudiantes sont aussi bons, je n'ai pas envie de dire meilleurs ou moins bons, ils sont aussi bons que ceux de nos étudiants. Et le message que l'on prône, c'est finalement que la performance n'a pas de sexe, si je peux utiliser cette image, et qu'un étudiant ou une étudiante, dès lors qu'elle passe dans notre école de commerce, chez Catch, elle sera aussi bien formée que son camarade étudiant finalement. Donc le bon manager de demain, c'est celui qui aura de bons résultats. Ce n'est pas un homme ou une femme finalement, c'est ça que l'on porte comme message. Vous êtes optimiste, Alexandre? Je le suis parce que il y a une réelle volonté, il y a une vraie mise en visibilité des sujets. Je crois que les assises de la parité participent de cette mise en visibilité et c'est absolument essentiel. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants et les étudiantes en parlent de plus en plus. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est aussi le regard que portent les hommes sur les femmes et les jeunes hommes sur les jeunes femmes. Et donc, ça passe par de l'éducation, de la culture. Et notre rôle à nous, école de management, est absolument fondamental pour faire en sorte que ce regard change, se transforme et soit beaucoup plus positif qu'il ne l'a jamais été, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Je crois que mon petit doigt me dit qu'on se voit très bientôt tous les deux, mais on ne va pas parler d'un Il paraît. Alexandre, en tout cas, Catch Business School, une grande école implantée à Bordeaux et à Marseille. Si je ne m'abuse, pareil, bien entendu, l'école est présidée par une femme, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui, une femme, Agnès Granger, qui est aux commandes depuis quelques années maintenant, évidemment. Donc, spéciale dédicace à Agnès Granger. Voilà, merci beaucoup, c'est la fin de ce second plateau, Alexandre. À très bientôt. Merci. Jingle tout de suite pour annoncer le troisième et ultime plateau. Voilà, retour plateau, ultime débat où nous allons échanger avec des personnalités, encore une fois, qui, de par leur fonction, ont pour objectif de rééquilibrer les effectifs et de mener, dans certains cas, des combats pour aboutir à une parité qui soit tout simplement le reflet de la société. Après, ce qui se passe en société ne doit pas être en rupture, hein, après tout, hein, avec ce qui se passe dans les organisations publiques et privées. Lucille,
est toujours à mes côtés. Bonjour Lucie. Bonjour Gilbert. Bonjour. Et à nos côtés aujourd'hui, Yves Laccueil du GIM, du groupement des industries métallurgiques, directeur général du GIM. Donc, les femmes doivent s'engager dans les instances paritaires, dans les instances de représentation. C'est ce que vous nous direz. Pour représenter la Poste, Caroline Rigaud, qui est depuis 6 mois à la Poste, mais qui a un grand parcours. Et à la Poste, vous êtes directrice des cadres dirigeants au groupe La Poste. C'est vous qui les menez vers le sommet, hein, on espère pour eux. Charlotte Guidequenne de chez Alliance. Alors, mon petit doigt, là encore, me dit que Yves et Charlotte se connaissent bien, puisque Yves était DRH de chez Alliance, et donc directrice talent, management et développement RH, diversité et inclusion chez Alliance. Vous avez un titre... Ah oui, il est assez à la rallonge. Sacré. Ravi d'être avec nous aujourd'hui. Il y a du travail. Et un patron de grande école à nos côtés, Jean Charroin, qui dirige l'ESCA dans une école avec +5. Mais Jean, il est passé aussi par Audencia, une autre grande école de commerce. Et puis qui a une grande expérience d'entrepreneur aussi, au préalable, avant de rejoindre l'enseignement. Bonjour Jean. Bonjour. La parité, ça parle hein, dans une grande école, c'est même... c'est indispensable. Indispensable. Alors on va commencer tout de suite avec vous. Ah non, Lucille. Alors, Lucille, j'allais vous oublier. Et en plus, c'est écrit en rouge. Avant de véritablement rentrer dans le débat, on rappelle que les entreprises sont là, et on l'a vu hein, ce matin, sont là. Du coup, en 2 mots, hein, on va parler un peu des assises et de la tuyauterie. Il y a le club des partenaires. Ah ben oui, il y a le club de partenaires, parce que les assises, d'abord je vous remercie tous d'être là et de nous accompagner. Les assises de la parité, c'est pas juste une journée avec une prise de parole, une table ronde, et puis on se revoit l'année d'après si tout va bien. C'est une traçabilité tout au long de l'année des initiatives que vous mettez en place pour vous accompagner, et ce club de partenaires va nous permettre de tous nous réunir, c'est-à-dire tous les partenaires qui seront avec nous aux assises. Je crois qu'il y a 3 soirées qui sont organisées par an, parce qu'il y a des choses que vous allez faire chez vous, que vous ne ferez pas chez vous, et ça sera très inspirant de part et d'autre de pouvoir justement s'enrichir mutuellement. Et il y a évidemment aussi un accompagnement de nos membres qui, en fonction de vos demandes, peuvent venir de temps à autre, avec une casquette de rôle modèle, faire passer des messages importants. Merci Lucille, c'est toujours bien ce que vous dites, moi je trouve. Yves, on commence avec vous parce que c'est un regard intéressant hein, quand on a préparé cette émission, c'est un regard intéressant que vous proposez parce qu'on s'est dit les femmes ne sont pas présentes dans les COMEX, dans les boards, dans les équipes managériales ou pas assez. Et avec Yves, on se disait mais elles ne sont pas présentes dans les instances paritaires également. Alors on a eu Laurence Parison au MEDEF, j'étais avec la Fédération de la plasturgie qui a changé de nom, mais en tout cas c'était une femme. Mais au fond, dans ces instances, elles sont trop peu présentes alors qu'elles sont nombreuses dans les entreprises. Alors, vous avez raison, ceci dit, dans les instances en elles-mêmes, les permanents sont souvent des femmes, il y en a beaucoup. Moi, au GIM, nous sommes énormément de juristes, une 50aine de juristes, donc forcément des juristes en droit social. Au GIM, sans beaucoup de mérite, 75% de femmes. Mon index, il souffre dans l'autre sens. C'est du bon cholestérol. Le vrai sujet, c'est qu'en revanche, ce sont les administrateurs, nos instances. Nous avons aujourd'hui 15% de femmes, ce qui est beaucoup, mais je dis merci à la fonction ressources humaines et affaires sociales, parce que sinon, on n'en aurait que 5%. Le problème, ce sont les chefs d'entreprise femmes. Regardez, vous avez des chefs d'entreprise hommes dans des métiers industriels. Alors, ils ont fait HEC, mais ils sont à la tête d'une entreprise industrielle, et puis d'une entreprise concurrente à côté, il dit « ma fille ne pourra pas prendre la suite parce qu'elle n'est pas ingénieure ». Je dis « attendez, on marche sur la tête ». Donc je pense qu'on a un vrai enjeu, un vrai sujet, et que nous sommes le révélateur de tout ce qui ne se fait pas dans les entreprises, mais c'est aussi à nous de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller motiver, mobiliser pour avoir... nous avons au bureau du GIM le patron de la production industrielle de Naval Group. On avait Naval Group tout à l'heure, on est ravis, c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais la DRH de Naval Group est une femme, c'est très bien, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres patrons opérationnels qui soient également des femmes. Vous balancez sur les copains, vous. Et qu'elles viennent... Non, mais c'est pas ça. Mais il faut citer tout le monde. Non, mais je peux tous les citer, mais je crois que ce qui est très important, c'est de dire qu'il faut que ces femmes aient envie et qu'on les incite à prendre des responsabilités comme chef d'entreprise et à ne pas perdre du temps à aller dans ces instances-là. Aujourd'hui, on a collectivement créé une machine à décourager les femmes. On le sait, y compris, et c'est pas que les femmes ingénieures, vous savez, les femmes qui sortent des écoles de commerce, puisqu'on est là pour balancer, on va dire les choses très cash. Quand vous regardez, on va s'amuser. Quand vous regardez la carrière des jeunes femmes qui portent un peu la contradiction, parce que c'est ça l'intérêt, c'est de lutter contre la pensée unique. Ouais. Quand vous regardez leur carrière sur le papier, c'est extrêmement décevant, parce qu'on a du mal à accepter dans les entreprises des gens qui portent la contradiction, surtout si ce sont des femmes, qu'on espère trop dociles. Donc il est temps, comme l'a dit la personne de l'Aigle tout à l'heure, je crois Madame Conseiller, je continue, il faut accélérer, il faut casser la baraque. Voilà. Sandrine, ça va dépoter, hein, je peux vous dire, je ne sais pas ce qu'elle va faire après Aigle, enfin, elle a prévu de partir, elle vient d'arriver. Bon, voilà.
Un bon président ne reste pas longtemps, non? C'est ça, il change de... Un Allez. minimum quand même. Caroline, alors vous, avant d'être à la Poste, c'est récent, mais Oui. avant, vous avez accompagné des grands groupes, notamment dans le domaine de la Oui. banque. Et justement, quels sont les leviers? Parce que c'est intéressant de voir comment vous avez pu faire émerger justement ces talents. C'est les leviers, en fait, alors j'étais dans la banque mutualiste, ce qui n'est pas tout à fait toutes les banques. J'ai été aussi chez Accenture, donc dans le conseil. Le levier, en fait, c'est beaucoup d'exigences. Il faut aller les chercher. Dans la banque, on recrute plus de 50% de femmes et on a 20% au COMEX, dans les cadres dirigeantes. Donc il faut... les chantiers dans la banque, ça a été vraiment... Le secret, ça a été les People Review, qui ont été effectivement des signes d'exigence de tous les instants pour aller les identifier, pour aller les accompagner, avec des programmes d'accompagnement, avec de la gestion, du suivi complètement individualisé. Ça a été bien sûr un réseau, c'est le réseau financier, c'est le réseau des ailes, qui a permis effectivement aussi de mentorer ces femmes pour leur expliquer que tout était possible et que c'était possible pour elles aussi. Mais vous utilisez le terme qui est très fort, c'est une exigence permanente. Oui, tout le temps, il ne faut jamais, Parce que jamais... le naturel, il revient au galop. Oui, c'est ça. pas bien. Il ne faut jamais relâcher la Même si pression vous sur dites ces quand même la sujets-là. Poste, on est pas mal. On est pas mal. La Poste, on est bien. On est bien, on a 40% de femmes cadres sup, 33% de femmes cadres dirigeantes, c'est pas 50. Mais c'est sur le COMEX qui pose un problème. Oui, bien sûr, mais c'est malgré tout un groupe qui s'est construit avec beaucoup d'équité interne, beaucoup de respect, beaucoup de valeurs humaines, qui ont fait que les femmes ont trouvé assez naturellement leur place, parce qu'elles ont des modèles de femmes qui réussissent. Et ça, c'est certainement aussi un des leviers. Charlotte, le terme exigence permanente, veille permanente, c'est des réflexes qu'il faut mettre à tous les étages de la hiérarchie. Complètement. Et c'est dans absolument tous les moments clés en fait de l'ARH, mais de l'entreprise en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment veiller à progresser, et chez Allianz, on a la chance, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Donc aujourd'hui, en termes de cadre dirigeant, on en est à 40%. Donc c'est un bon. On est très fiers en fait de pouvoir continuer à progresser sur ces chiffres-là. Et Lucie, l'année prochaine, on a beaucoup de 40%, vous avez vu. L'année prochaine, c'est 50. Je vous le dis tout de suite. Voilà, exactement. On doit encore progresser sur la partie membres du COMEX, mais vous voyez, là, on vient de faire des nominations. On est organisé en écosystème, et donc en écosystème, c'est maintenant 50% de femmes, les head of écosystème, 50% d'hommes. Donc on y arrive, mais c'est vraiment une surveillance de tous les instants et à tous les moments clés, que ce soit formation, promotion, égalité salariale, recrutement, sensibilisation, communication, marque employeur. Voilà, c'est vraiment dans tous les chaînons clés de l'entreprise, de la RH, qu'on doit veiller en fait à cette parité. Mais quand je reprends votre titre que je disais à rallonge, on met quand même un peu tout, l'inclusion, la parité, le handicap, la diversité. Est-ce qu'au fond, il y a trop de sujets à adresser simultanément quand on pense? Non, parce qu'on est organisé en centre d'expertise. Donc je suis un centre d'expertise au service en fait, du business, au service des managers, au service des HRBP. Et donc j'adresse tout ce qui est lié au people, ce qu'on appelle le people. Donc c'est aussi bien la marque employeur, le recrutement, effectivement la diversité et l'inclusion, le talent management, la formation qui est très importante et le développement RH, qui sont en fait à chacun de ces maillons-là des moments clés où il faut faire attention à cette parité. Et notamment en termes de formation, c'est très important de se dire que sur notamment les formations liées au leadership, on a une vraie parité d'accès à ces formations-là, parce que c'est clé dans la promotion des femmes. Le leadership dans les écoles, c'est au cœur. Mais les jeunes filles qui sont dans les grandes écoles de commerce, sur prépa ou pas prépa, peu importe, au fond, est-ce qu'elles se projettent à la tête de la Poste, à la tête d'une instance, quelle qu'elle soit? Alors, est-ce qu'elles se projettent? Probablement, en tout cas, elles ont une ambition. Ensuite, la réalité, malheureusement, de notre société va peut-être les mettre dans des carcans ou dans des schémas qui sont peut-être pas ceux qu'elle imaginait au départ. Et c'est là un des vrais enjeux pour nous, c'est l'expérience étudiante. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que pendant les 5 années, puisque nous sommes une école post-bac, eh bien que les filles, les femmes puissent prendre leur place. Et là, c'est tout l'enjeu, entre autres, de la vie étudiante, du choix des spécialisations aussi, parce qu'on sait que certaines spécialisations sont un peu genrées. Alors, si on parle des ressources humaines, généralement plutôt très féminin. Si on va sur du marketing, plutôt féminin. Si on va sur de la relation client, plutôt commerciale, là, ça devient plus masculin. Si on va sur de la finance de marché, je vous laisse imaginer, c'est très, très masculin. Et aussi un autre point, et qui fait l'objet d'une attention toute particulière, c'est l'entrepreneuriat.
où là, on constate toujours quand même une forte propension du choix des étudiants, plutôt que des étudiantes, à aller vers ce type d'orientation. Il y a une appétence pour le risque, pourtant autant chez les femmes que chez les hommes. Elle n'arrive pas à lever l'argent. Ben Oui, oui, mais enfin, mais on n'est non. pas obligé de lever $1 million quand on Non, les pour créer une achète. entreprise à l'ESCA, on n'est pas encore obligé de lever $1 million. Bah, mais, quoi, alors mais non, justement, Ouais. c'est pas qu'une question de risque, c'est une question d'assurance, de schéma que l'on peut avoir, de confiance. Et c'est pour ça que tout l'enjeu, à travers la direction d'expérience étudiante qu'on vient de créer, et qui est un poste COMEX assuré par une femme, eh bien, l'enjeu, c'est de faire en sorte que on donne tout un cadre, tout un système d'encouragement, d'accompagnement pour que les femmes puissent se lancer sur des projets entrepreneuriaux. Parce qu'on parle de sourcing depuis le début. Tout à fait. On voit bien que, pardonnez-moi, le mal est à l'origine, il n'est pas dans l'entreprise exclusivement, parce qu'on peut vouloir promotionner tout le monde, il faut encore les avoir à disposition. C'est joli. Ah, bon, alors, c'est un terme que je viens d'inventer. Alors, Yves, l'UIMM, c'est une très très grande organisation. On connaît qui est une des branches les plus importantes en France, organisation paritaire. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous savez, nous sommes tous à l'image de notre société, c'était repris. Alors, ce n'est pas pour me dédouaner. Je pense que le sujet qu'on est en train d'évoquer, c'est que ce que nous faisons. On a parlé d'apprentissage tout à l'heure des jeunes femmes. Je peux vous dire que quand on a interrogé toutes les jeunes femmes apprenties il y a plusieurs années dans les CFA qui sont dans l'environnement du gym, on a eu des femmes très heureuses de faire ce qu'elles faisaient, qui l'avaient fait avec beaucoup de pragmatisme, parce qu'on oublie de dire, mais quand vous avez un bac pro en poche, si vous sortez d'un lycée professionnel ou d'un CFA, si vous êtes en apprentissage, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un emploi. Ça, les jeunes femmes l'ont bien compris. C'est pour ça qu'elles y viennent. Elles nous ont rappelé des choses qu'on oublie de dire, c'est que nous faisons de beaux ouvrages. Quand on fait un sous-marin, c'est exceptionnel, même quand on fait une ailette de réacteur. Il vaut mieux remarquer. Non, mais, oui, mais ce sont des beaux ouvrages, et ce sens du beau a attiré un certain nombre de femmes. Donc sûr. on a oublié de dire ce que nous avons. Moi, je pense que qu'est-ce que nous faisons? C'est la somme de toutes ces pratiques qu'il faut avoir. Moi, ce que je dis, par exemple, c'est que ce qui nous a fait échanger il y a quelques jours, c'est le fait que quand nous avons plus de femmes représentées dans nos instances, ça a un impact très positif. Et c'est surtout une façon de donner un signal à nos entreprises adhérentes que quand elles envoient des femmes participer à ça, elles ouvrent un regard un peu plus large sur les autres entreprises, le secteur, sur ce qu'elles font, parce que c'est ce qu'en retire un chef d'entreprise qui est souvent un petit peu isolé. Et ça, c'est un vrai plus. Et je pense qu'il ne s'agit pas seulement... Charlotte, je suis désolé, puisqu'on vous voit à la télévision, paraît-il, je vais vous contredire un peu. Je pense que ce ne sont pas que les pratiques qu'il faut regarder. Il faut instaurer de nouvelles pratiques. Je vais en prendre une qui est en lien avec ce qui m'intéresse pour avoir des femmes opérationnelles administratrices. Vous avez des femmes dans des entreprises, comme une que j'ai un petit peu connue il y a quelques années, qui pour des raisons très légitimes ont décidé pendant quelques années qu'elles avaient d'autres priorités dans leur vie. Eh bien, la détection des potentiels, ce n'est pas entre 25 et 35 ans que ça se passe, c'est même pas entre 22 et 40 ans. À 40 ans, on pourrait se poser la question de réveiller des potentiels qui, quelquefois, ont pu décider de se mettre un peu en veilleuse. Et il s'agit pour l'employeur de revenir vers ces personnes en disant « On est désolé, on a mis votre carrière un peu sous le boisseau, vous l'avez peut-être aussi un peu accepté de votre côté. Qu'est-ce qu'on fait en termes de formation, de repositionnement de salaire pour vous rebooster parce que vous avez encore 20-25 ans de carrière ?» Et ça, je pense que c'est une nouvelle pratique qui n'existe pas et que cette pratique, il faudra l'installer. Je parlais de career recovery. C'était il y a 7 ans, je disais ça. J'avais l'impression de parler un peu dans le vide. Et je pense que j'ai ce sujet, y compris dans mes instances. Vous avez complètement raison, mais nous sommes dans un pays de jeunisme. Donc ça veut dire que la fenêtre de tir entre 40 et 50 ans, elle est courte. Mais il faut aller un petit peu au-delà de... Alors, également, aussi pas de changer jeunisme. les On est un pays de hockey boomer, quand même, la génération. Oui, mais à 50 ans, c'est pas les CCV là qui sont sur le dessus de la pile. Il ne le dit pas, mais alors quand on échangeait, il me disait les femmes se comportent moins comme des mecs. Voilà, c'était un peu ce qu'il voulait dire quand il parlait de diversité. Et heureusement d'ailleurs. Mais heureusement, attendez, moi je pense qu'un des grands sujets, moi la première fois que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me souviens en 2005 dans l'entreprise dont j'étais le DRH, on a réuni un groupe de femmes. La première chose qu'elles nous dit, vous avez un langage managérial qui est chargé de testostérone. Ouais. Donc il faut commencer par ça, il faut tout balayer. Caroline, et vous me disiez, vous, dans la banque, les patrons commençaient à parler parité quand leur fille, elle commençait à bosser. C'est quoi ce truc? C'est vrai qu'il faut des prises de conscience parfois violentes. Exactement, mais ça a été des sujets fabuleux, effectivement. Il faut qu'il y ait des déclencheurs dans l'entreprise. Et on a eu des grands patrons qui nous ont dit « Ah oui, c'est vrai, au fait, j'ai des filles qui arrivent sur le marché du travail et je ne comprends pas pourquoi il faudrait qu'elles n'aient pas autant de chance que les hommes dans leur carrière professionnelle. » Très bien, c'est une prise de conscience comme une autre, mais toutes les entreprises, et je pense que dans les actions qu'on doit avoir pour emmener les femmes au plus haut niveau et dans les postes clés qui sont ceux des grandes entreprises,
il faut donner du sens à l'action par rapport à chaque point de départ qu'est l'entreprise. Des modèles de représentation. Il y a des modèles. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes déclencheurs ou les mêmes déclics. Il faut les respecter. Ce qui est important, c'est l'impact du président. Ici. Exactement. Mais il faut un peu aller déranger. On dérange de toute façon sur ces sujets-là. Le président est responsable de tout, on est d'accord, ça part de lui. Non, mais je vous rejoins. Il doit être forcément, il doit porter, incarner ce sujet-là, être exemplaire lui-même. C'est ça. Il faut qu'il y ait des modèles de femmes et bien sûr. Charlotte, le président doit vous me disiez aussi, dans les entreprises avec une grande tradition, les habitudes sont tellement compliquées à changer. Cette inertie, alors quand on est à Alliance, on n'est pas une start-up de 2 personnes. Évidemment, on peut mettre en place des pratiques RH très en amont, si je puis dire. Et quand on est une entreprise avec une tradition longue, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a effectivement une inertie. Il y a aussi toute l'histoire de l'entreprise qui est là. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens sont en poste, donc on ne va pas bouger d'un seul coup tout le monde. Donc c'est effectivement du change. C'est du change et donc des programmes où on va faire de la sensibilisation, expliquer aux collaborateurs, aux managers, aux directeurs pourquoi est-ce qu'on est aussi sous surveillance sur ce sujet-là et comment est-ce qu'on peut bouger. C'est l'investissement. C'est l'investissement, c'est de l'investissement et on parlait tout à l'heure, je pense que c'est très important d'avoir aussi un environnement qui soit respectueux et qui puisse donner toutes leurs chances aux femmes qui ont envie de progresser dans l'entreprise. C'est toutes les actions qui sont en ce moment sur le sexisme ordinaire au travail, qui sont des choses qui sont des petits détails, mais qui sont pour autant très importantes pour que les femmes, aussi bien que les hommes, et que les femmes se sentent respectées et se sentent tout à fait libres de progresser dans l'entreprise comme tout le monde. Jean, chez les jeunes diplômés, ils se sentent libres de progresser ou est-ce qu'il y a une attente vis-à-vis des entreprises? Vous savez, il y a ces étudiants des grandes écoles qui avaient dit on n'ira pas dans les entreprises qui ne réduisent pas leur impact carbone. Il y a même des étudiants d'HEC, ils ont demandé un engagement du nouveau patron d'HEC qui s'engage sur des contraintes sociétales. Ils sont en quête de sens. Oui, ils sont en quête de sens. Bah, est-ce que la quête de sens, c'est aussi ça? Mais la quête de sens, de toute façon, elle est multifactorielle, mais ça en fait partie. Et évidemment, de plus en plus, les étudiantes et les étudiants aussi sont très attentifs à ces éléments d'équilibre, parce qu'ils savent de toute façon très bien que c'est aussi une confiance dans l'entreprise qu'ils rejoignent. Et si cette entreprise ne se projette pas sur ces grandes tendances de la société, pour certains d'entre eux, c'est un problème de fond. Ouais. Et d'autant plus, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, c'est que pendant leurs 5 années dans une école de management, chiffre à l'appui, 50% des présidentes de bureaux des élèves, de bureaux des sports, sont des femmes aujourd'hui. Donc, de se dire, on rentre dans un environnement dans lequel, finalement, on nous dit, avant c'était l'école et maintenant c'est l'entreprise et ça ne fonctionne plus de la même façon, ça sera plus recevable. C'est plus possible. Lucie, alors on parle des thèmes de ces assises. Je vous rappelle, on fait un peu de promo. Les assises de la parité, c'est le 6 mai prochain, c'est à Paris. On y sera tous, évidemment. Le 6e grand thème des assises, c'est les ONG. On voit le slide qui s'affiche. Oui, évidemment, dans les ONG, il y a beaucoup de femmes. Comme par hasard, il y a des ONG, beaucoup d'ONG marchent très très bien. Donc c'est évidemment aussi là un sujet qu'on va aborder le jour de nos assises, ainsi que les associations. Et puis il y a aussi un autre sujet qui est intéressant, c'est la place des femmes dans les syndicats. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, elles auraient le pouvoir de faire bouger les lignes. Donc là, je m'adresse à vous. Vous aurez certainement des choses à apporter le jour J, parce que où sont-elles? Alors, Yves, quand on en parlait justement, vous parliez, il y a un certain découragement. Alors, sur le gym, en tout cas, pour représenter dans les instances de représentation, et cela commence dès l'école. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur le thème de l'éducation. On en parlait aussi avec Caroline qui est très portée là-dessus, notamment pour la transformation digitale. Alors, Yves, le découragement, est-ce que vous parlez de manque de volonté, manque de connaissances, découragement je pense que c'est la somme de toutes ces petites choses qui créent ces maillons compliqués. Je vais prendre un exemple que je trouve très intéressant. Un chef d'entreprise d'une entreprise d'une quarantaine de salariés, il a un atelier avec une quinzaine de personnes, il a fait installer un vestiaire féminin, un vestiaire femme. Et alors le chef d'atelier m'a dit « Pourquoi vous mettez ça? Il n'y a pas de femmes. » Donc il a dit « Et comment ?» Et il m'a dit « Lui, j'avais beaucoup de mal, il est parti à la retraite 1 an plus tard. Depuis, j'ai des femmes dans mon atelier. » Donc je crois que c'est la somme de tous ces sujets, de toutes ces actions. Il faut dégenrer. Moi, j'ai la chance d'avoir, dans mes 2 petits-enfants, il y en a un, le garçon, il fait des trucs de cuisine et la fille fait de l'alpinisme. Je trouve que c'est très bien. Mais il y a une mère qui veille. Et donc c'est tout ça qu'il faut
casser. Il faut casser tout au plus jeune âge et puis arriver à le faire. Parce que le naturel, on a parlé un peu avant de la crise, je pense que le vrai risque de la sortie de crise, c'est toujours de se recroqueviller sur les fondamentaux et donc de faire de la régression sur ces thèmes-là. Donc c'est peut-être une opportunité, mais c'est un sacré risque. Mais ce que vous dites me fait penser à une chose vraiment importante. Tout commence avec papa et maman à la maison. Ah mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours à une petite fille d'aller vider le lave-vaisselle pendant que le petit garçon il est là? Moi j'ai que des garçons, donc je peux vous dire que ça n'arrivera non, pas. mais bien sûr. Les mamans là, très admiratives de leur petit garçon qui doivent rien faire, c'est fini. Mais arrêtez ici, toutes les familles ne sont pas comme c'est ça. fini, mais tout par-delà. Mais bien sûr. Oui, ces sujets dérangent en fait. Alors Caroline, puisque vous voulez prendre la parole, je vous la passe. Vous êtes très attachée à l'éducation, notamment à la Poste Femmes at Numérique. Vous teniez à en parler parce que là je aussi, tenais à en parler parce parler des qu'effectivement, le monde du numérique, c'est notre monde de demain. Bien évidemment, tout le monde va être embarqué dans cette affaire, on y est déjà. Mais effectivement, la Poste a une fondation qui s'appelle Femmes at Numérique, où elle a pour vocation de sensibiliser les plus jeunes filles à l'école et dès en fait le primaire, sur le fait que c'est un métier pour toutes et pour tous bien sûr, donc cette fondation a vraiment cette exigence, cette énergie en fait pour les toutes plus jeunes. Et c'est là où il faut commencer. Donc en primaire, on fait des ateliers de sensibilisation pour dire que c'est pour tout le monde. En troisième, il nous faut des codeuses. Bien sûr. En troisième, on offre des stages d'observation sur ces métiers-là pour les plus jeunes. Et puis, effectivement, ensuite, on s'attache à ce que dans les années du lycée où il y a des options vers le numérique, qu'elles puissent aller vers ces voies-là. On en demande beaucoup aux entreprises. Dès le primaire, ça veut dire que c'est... Oui, faut sourcer les talents. Il faut aller les chercher à 5 ans. Alors aux entreprises, on va les chercher à 10 ans. Et puis on demande au président d'être exemplaire. Mais c'est vraiment ce grand écart-là qui est important. Et c'est ça notre société. La vie est un apprentissage. C'est la vie. L'exigence, c'est la vie. En plus, c'est d'autant plus important parce qu'on parle business quand même. Parce que ce qui fait tourner les boîtes, c'est le business. Et Charlotte me disait, mais... on ne peut pas faire de business si, en face de nos clients, ce n'est pas la représentation de la société. Complètement. Si on veut être en capacité de répondre au mieux, de comprendre les besoins des clients, de leur répondre au mieux, d'être le reflet en fait, de nos clients, il faut bien évidemment qu'on ait la même image. Et donc la parité, l'égalité, elle est juste évidente par rapport au business. C'est compliqué ? Encore aujourd'hui. Alors, vous me disiez les habitudes sont compliquées à changer, oui. Mais sur le terrain, pourtant, normalement, ça doit être simple, les recrutements des commerciaux, puisqu'il y a une grande force de vente. Il y a une partie informatique, donc le digital est important, exactement. Et une partie force de vente. Et partie force de vente. Partie force de vente, c'est pas forcément la plus simple non plus, c'est ce que disait. C'est encore un métier qui est assez genré, et donc on a beaucoup plus d'hommes quand on va aller sourcer des personnes pour effectivement aller vendre nos produits et aller sur le terrain que de femmes. Donc c'est pareil, un œil attentif que l'on a pour essayer d'aller chercher des femmes sur ces métiers-là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et sur le digital aussi, c'est ça qui est étonnant. Alors que c'est un monde ouvert, même où les diplômes un peu explosent, puisqu'on devient codeur sans finalement faire Centrale ou Polytechnique. On peut devenir il y a des fortunes et des réussites, des licornes avec des jeunes qui n'avaient pas de diplôme en fait. Et le digital est très ouvert. Et pourtant, on manque de femmes. Et on manque de femmes. Évangélisation. Oui, il faut déjà coder, puisque alors, si on me demande par exemple à moi, je suis incapable. Jean, pourquoi? Alors, je sais que vous êtes très attaché aux data, tout ce qui est transformation digitale. Là aussi, il y a un effort à fournir. Ah oui, mais on parle d'exemple. Eh bien, c'est très simple. L'ESCA vient de lancer un campus numérique, l'ESCA Online. On l'a donné à une de nos enseignantes qui a prouvé à de nombreuses reprises sa capacité à animer des MOOC. Et ça va permettre aussi de donner confiance à la fois à des participantes, mais également à d'autres collaboratrices en interne, de se lancer sur ce chantier qui est un chantier innovant pour l'ESCA, qui est, à mon avis, un des grands axes, un des grands relais de croissance pour les années à venir. Et ça contribue aussi à une forme d'exemplarité en interne. Je vois Yves qui note quelque chose, donc je vais lui donner la parole parce que j'imagine que... Non, j'avais un petit sourire parce que dans ce que disait Charlotte, on le retrouve dans l'industrie. Regardez une voiture. Aujourd'hui, la décision d'achat dans une voiture, l'homme, il y a 30 ans, c'était lui qui décidait, on soulevait le capot, on regardait ce qu'il y avait en dessous. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui décide. C'est la femme, bien sûr. C'est les enfants qui décident, je peux vous le dire. Voir les enfants et regarder comment les voitures ont changé. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir que finalement, le monde est à l'image de ce que
que nous voulons en faire et de ceux qui vont écouter le marché, qui vont écouter la réalité. Ceux et qui achètent sont et des oui, mais femmes. bien sûr, Non, mais bien non, sûr. Partout. Mais oui, et donc en fait, il suffit simplement d'être à l'écoute et de se dire si on veut être meilleur, il faut casser cette logique de pensée unique et il faut le faire très vite parce que ceux qui ne vont pas le faire, ils vont rester sur le sable. Mais bien sûr, vous avez Allez, un raison. dernier mot, Caroline. 250 000 collaborateurs, c'est pas douloureux, mais c'est long quand même. Oui, je vais agir sur les cadres dirigeants, mais c'est là où effectivement l'enjeu est important. Là, dans les prochaines années, c'est qu'effectivement, ces 33%, les montent à 40% à horizon 2025 et puis 50% en 2000. Et oui, bien sûr, c'est là où effectivement il va falloir s'attacher, faire attention aux promotions, bien évidemment, les parcours d'accompagnement des cadres dirigeants, il faudra que ce soit à parité. Tous ces sujets-là vont être des sujets qui vont un tout petit peu... Vous êtes l'empêcheur de tourner en rond, oui, quand même. toujours, mais écoutez, c'est des belles causes. Un point important, c'est toujours préparer la deuxième ligne. Bien sûr, anticiper. La deuxième ligne, parce que c'est événements. celle qui permet d'anticiper le coup d'après. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est dans, je ne vais pas dire dans des solutions sparadrap, mais on se dit il faut absolument arriver à 40, 50% et ainsi de suite. Donc on essaye de renforcer la première ligne, mais ça ne servira à rien si derrière on n'a pas préparé la seconde ligne qui, elle, permet d'assurer complètement la parité. La deuxième ligne est à l'ESCA notamment, c'est ce que vous nous dites, Charles. Partout, je pense que c'est partout, et à l'ESCA compris. Et à Kate qui nous a fait le plaisir d'être là. Charlotte, un dernier mot aussi, optimiste quand même. Ah oui, optimiste, mais je reprendrai un peu ce que disait Lucille, c'est que, et tout le monde d'ailleurs, c'est que la société en général a un grand rôle à jouer là-dessus, et que je suis convaincue, c'est que tant que dans l'éducation de nos enfants, on continuera à dire que c'est plutôt le garçon qu'on va mettre dans des positions de risque, qui est bien à l'aise à prendre des risques et à oser, et les femmes qui sont les filles, les petites filles qui sont plutôt sur des activités qui sont peut-être un petit peu plus sages, et que c'est tout ça en fait qui va contribuer à faire évoluer la société, et l'entreprise bien sûr en fait partie, mais pas que. On a tous un rôle à jouer. J'ai adoré cette matinée avec vous. J'ai adoré, Lucille, déjà j'ai fini. adoré être avec vous en plus. C'est Mais déjà je vous fini, garde c'est passé ici au vite. studio pour animer toutes les prochaines émissions. Il y en a plein, je peux vous le dire. Alors, un dernier mot pour conclure. Pourquoi, que dire aux entreprises qui nous regardent? Parce que vous étiez plusieurs centaines à nous regarder aujourd'hui, c'est sympa. Hein. Et pour rejoindre ces assises. Peut-être déjà rappeler les thèmes. Donc, thème numéro 1, les quotas constituent-ils une solution pour l'accélération de la parité? C'est un vrai sujet. La relance passe-t-elle par la parité? Les investissements sont-ils réservés à des entreprises masculines? Et la transition numérique, un changement de paradigme. La résilience est-elle genrée? Et la parité, à l'épreuve des faits, quel résultat? Voilà donc les nombreux thèmes que nous aborderons le 6 mai avec vous tous qui étaient présents aujourd'hui et d'autres qui n'ont pas pu venir. Et c'est le début d'une grande aventure, d'un grand accompagnement, d'une grande collaboration pour la bonne installation de la parité. Merci à tous, merci, c'était un plaisir. On se retrouve maintenant le 6 mai prochain. Moi, j'y serai en tout cas. Si vous voulez me voir, on sait jamais. Avec un immense plaisir. Les inscriptions, on peut lire, elles sont ouvertes sur www.assise-parité et enfin sans S, c'est ce que Oui, mais ça, on peut faire confiance à l'agence EPOCA qui est remarquable dans toute l'organisation de cet événement, qui est à nos côtés avant, pendant, après, qui va largement communiquer And sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt, merci beaucoup. Merci. Merci.